Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le ministre chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a présenté 2 projets de loi devant la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire du Sénat. Ils sont relatifs à la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et à la création de la facilité africaine de soutien juridique. Watabouna Ouattara et son département veulent améliorer les mécanismes de protection. Dans ce journal, nous irons à Yaoundé au Cameroun où la coopération bilatérale était au rendez-vous. À marge des travaux de la 44e conférence ministérielle de Yaoundé, la ministre de la Culture, Françoise Remarque, qui conduisait la délégation ivoirienne, a multiplié les entretiens et échanges. Elle s'est entretenue avec son homologue du Québec, mais aussi avec la secrétaire générale. En France, une marche civique contre l'antisémitisme a rassemblé une importante foule à Paris aujourd'hui. 105 000 personnes ont défilé dans la capitale, selon la préfecture de police, avec en tête de cortège de nombreux politiques réunis derrière une banderole pour la République contre l'antisémitisme, une marche civique qui intervient alors que les actes antisémites sont en hausse en France depuis les attaques du 7 octobre en Israël. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Rendons-nous pour commencer au Sénat, à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Le ministre chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur était porteur de 2 projets de loi devant la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Ces projets de loi sont relatifs à la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée et à la création de la facilité africaine de soutien juridique. Des projets de loi, vous le verrez, qui ont été adoptés à l'unanimité. Le reportage sur place de Kader Sogodogo. Premier pas arrosé d'ovation de Watabouna Ouattara au Sénat dans ses nouveaux habits de ministre en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il est porteur, au nom du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur en mission, de 2 projets de ratification. Il s'agit de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et l'accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique. Les personnes victimes de disparitions forcées ont des parents qui malheureusement n'arrivent pas à faire souvent le deuil des personnes qui ont disparu. Et il était important que notre arsenal juridique leur apporte toute l'assistance nécessaire afin de pouvoir avoir justice. Le deuxième projet de loi est un projet qui concerne la facilité de l'assistance juridique. Vous avez malheureusement des créanciers véreux et agressifs qui profitent d'une situation fragile de certains pays surendettés pour leur acheter leurs dettes à des prix bas et ensuite on fait l'objet d'une spéculation au moment où ces États sont dans une dynamique de restructuration. Et donc ce projet de loi permet aux États partis de pouvoir bénéficier d'une assistance juridique et de conseils juridiques dans ce genre de situation et donc d'être mieux armés face à ces créanciers véreux. Après les exposés des motifs, la commission, présidée par un autre diplomate de carrière, passé sénateur, l'ex-ministre Alcide Diédié a donné son quitus à l'unanimité aux 2 projets de ratification. Comme annoncé en titre, le séjour à Yaoundé au Cameroun de la ministre de la Culture et de la Francophonie était riche. Outre la 44e conférence ministérielle, elle a eu des échanges fructueux avec des partenaires. Françoise Remarque s'est notamment entretenue avec son homologue du Québec, mais aussi avec la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Louise Mouchikiwabo a félicité notre pays pour son engagement. Franck Wadio. À la 44e conférence des ministres de l'espace francophone de Yaoundé, la chef de délégation de la Côte d'Ivoire, ministre de la Culture et de la Francophonie, a multiplié sessions huis clos et entretiens. Avec son homologue du Québec, les échanges sont fructueux. On a reçu au Québec le ministre Nguyen et il y a toutes sortes de relations qui sont en train de s'organiser pour la formation professionnelle. Le Québec va donner un coup de main à la Côte d'Ivoire dans son grand projet d'amener la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Et plus encore, quand moi je suis allée en Côte d'Ivoire, il y avait une délégation économique qui suivait, une mission économique, et on réalise à quel point il y a un potentiel. Dans cet espace
l'espace francophone, nous pouvons accroître nos échanges dans différents domaines. Le Québec sera présent à l'occasion du prochain Massa. Nous avons aussi évoqué ensemble l'utilisation de la langue française par nos jeunes à travers, bien sûr, la découvrabilité, donc la présence de programmes culturels français dans différents espaces. Le Québec met aussi d'autres axes ouverts dans le cadre de la coopération bilatérale. La Côte d'Ivoire a d'ailleurs été félicitée par la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie dès la cérémonie d'ouverture. Le pays a marqué son engagement auprès de l'OIF par une importante contribution volontaire financière. C'est un équilibrage important pour que la francophonie, en tant qu'organisation multilatérale, essaie de s'éloigner de cette dichotomie nord-sud. Nous sommes une organisation de tous les États, les grands contributeurs et les petits contributeurs. En marge des travaux, Louise Mouchikiwabo a par la suite reçu la ministre Françoise Remarque. Notons que la 44e conférence ministérielle de la francophonie à Yaoundé s'est achevée par la production d'une déclaration sur l'engagement renforcé des États et gouvernements membres à œuvrer en faveur d'une francophonie plus que jamais au service des populations, mais aussi de l'adoption de la programmation 2024-2027 qui se traduit par 20 projets sociétaux. Rendons-nous au Caire, en Égypte, où se tient la foire interafricaine. Les jeunes entrepreneurs ivoiriens ont fait de cette rencontre la leur, leurs projets, le dynamisme de leurs entreprises et les grandes innovations qu'ils proposent séduisent plus d'un. De quoi faire briller davantage la Côte d'Ivoire et son potentiel entrepreneurial à cet important rendez-vous. Le témoignage sur place de nos envoyés spéciaux au Caire, Lansine Bakayoko et Fernand Kona. Il dispose d'un stand au sein du spacieux pavillon ivoirien et se montre très actif pour conquérir de nouvelles opportunités. Ces 4 jeunes entrepreneurs ivoiriens évoluent dans des domaines aussi variés et font de plus en plus autorité en Côte d'Ivoire. Benaziz Konaté, lauréat du prix d'excellence Alassane Ouattara en 2019, est le président du réseau. 28 ans et déjà cette entreprise, notamment dans la transformation des volailles, la construction immobilière métallique. Il est au Caire pour montrer son savoir-faire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'agriculture sans transformation. Et justement, nous sommes là aujourd'hui pour présenter les produits transformés de la Côte d'Ivoire. Made in Côte d'Ivoire. C'est un label très important que nous devons pouvoir défendre. Suleiman Sirima évolue dans les secteurs de l'informatique et les laveries industrielles, ainsi que dans l'esthétique. Il emploie près de 100 salariés. Nous sommes venus représenter la Côte d'Ivoire, montrer les opportunités que nous avons au pays et voir comment est-ce qu'on peut créer des partenariats avec d'autres entrepreneurs africains afin qu'on puisse exporter le Made in Côte d'Ivoire. De son côté, Josias Bédé fait son trou dans la communication et surtout dans le digital. Son entreprise en plein développement cherche de nouveaux marchés. En Côte d'Ivoire, on a pu voir ce qui se passait dans le monde. On a ajouté ces expériences-là au Made in Côte d'Ivoire et on est prêt à répondre à toutes les exigences des marchés internationaux. Lui, c'est Georges Kwasi, bourré d'ambition. L'infographie, le numérique, la formation en photographie, le montage audiovisuel constituent l'essentiel de ses activités. Dans la capitale égyptienne, il a noué d'importants partenariats. La jeunesse ivoirienne, en termes de communication ou en termes d'entrepreneuriat, se réveille et se met en place pour pouvoir prendre un peu le marché mondial si possible. Pour tous ces jeunes entrepreneurs ivoiriens, la recherche de solutions pratiques aux problèmes auxquels fait face le continent sont un gisement d'opportunités que la jeunesse africaine devrait saisir. Des exemples à promouvoir en Côte d'Ivoire et en Afrique. À l'image de ces jeunes, la Côte d'Ivoire veut poursuivre la fabrication des champions locaux. C'est pourquoi le plan d'urgence de retrait des enfants en situation de rue suit son cours. Les équipes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ont longuement tourné aujourd'hui dans le sud d'Abidjan. L'objectif est de retirer tous les enfants de la rue et de les socialiser. Le reportage de Didier Nguessan. Poboué, quartier Abraham. Une fois la nuit tombée, ce restaurant est transformé en couchette par ces enfants vivant dans la rue. Dans ce dortoir de fortune, ils ont créé leur petit confort qui ne dure que le temps d'un sommeil. Un sommeil perturbé cette nuit par des bienfaiteurs, des agents de la lutte contre la traite des enfants et de la délinquance juvénile du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Les travailleurs sociaux retirent ces enfants vulnérables de la rue.
Toujours à Port-Boué, au terrain du quartier Terre Rouge, d'autres enfants sont réveillés et accompagnés au cas de ramassage. Dans le sous-quartier Caritas, en bordure de mer, ces enfants ont trouvé refuge dans ce bungalow, consolant ainsi leur amertume du présent, tout en caressant l'intime espoir de découvrir un autre horizon, tout comme dans la brise marine du poète. L'espoir au bout du désespoir. Enfin, une main pour les aider à se relever et une oreille pour écouter leur voix, très souvent inaudible. Tous sont transportés au centre social pour une prise en charge. Ils y bénéficient d'un repas et d'un toit pour dormir, mais bien plus. Pour cette opération spécifique, nous mettons un point d'honneur sur la prise en charge holistique de ces enfants, de telle sorte que ces enfants-là ne puissent plus retourner dans la rue. C'est notre mission et c'est notre objectif. C'est l'objectif que le gouvernement nous a assigné pour débarrasser les rues d'Abidjan, le Grand Abidjan, vraiment de ces enfants parce que leur place, ce n'est pas dans la rue. Leur avenir ne se retrouve pas dans la rue. Soit c'est auprès de leur famille. Pour ceux qui n'ont pas de famille, nous nous en occupons. Une centaine d'enfants sortis cette nuit des rues. Autant d'espoir de réintégration sociale et une chance de croire en l'humanité et de la cultiver. La Fondation Magic System et la Fondation Lonasi viennent d'offrir une école primaire de 6 classes au village de Kouadiokouman dans la sous-préfecture de Tanda. L'inauguration de cette école a eu lieu ce week-end. À travers ce geste, ces deux structures entendent ainsi contribuer à la formation des enfants qui sont l'avenir du pays. Herman Niamia. Cette école primaire qui est inaugurée ce jour dans le village de Kouadiokouman dans la sous-préfecture de Tanda est la matérialisation d'une promesse faite par le groupe Magic System aux populations de cette localité. En effet, lors de la tournée de l'UE Magic Tour en novembre 2019, les populations de ce village avaient exprimé les difficultés rencontrées par leurs enfants du fait de l'absence d'infrastructures scolaires dans le village. Aujourd'hui, c'est donc un ouf de soulagement pour eux. Les enfants qui étaient ici le matin très tôt, parcouru 3 km pour être à TUI, revenir le soir après les cours du soir qui se terminent à 17h. 17h30, donc souvent c'est vers les 19h qu'ils arrivent ici. En construisant cette école, la Fondation Magic System entend contribuer à l'éducation des enfants ivoiriens et aussi donner un coup de pouce à l'État. L'indice de développement d'un pays se base sur la sécurité, la santé et l'éducation. Donc en construisant une école, on permet à des enfants d'une localité d'être éduqués et surtout de pouvoir être des élites pour notre pays demain. Pour la réalisation de ce projet, la Fondation Magic System a bénéficié de l'appui financier de la Fondation Lonasi. Le directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, présent à cette cérémonie, a indiqué que son entreprise accorde une grande importance à l'éducation. Aujourd'hui, c'est avec Magic System pour offrir une école de 6 classes à une localité pour permettre à plus d'enfants, à donner la chance à plus d'enfants d'aller à l'école. Ne pas donner l'argument aux parents de freiner l'éducation de leurs enfants. L'école primaire Magic System de Kouadiokouman, entièrement équipée en table-banc et en mobilier de bureau, comprend 6 salles de classe plus un bureau pour le directeur et des latrines. Au cours de cette cérémonie, des kits scolaires ont été remis aux élèves. Prenons à présent la direction de Méagui, dans la région de l'Anawa. Ces dernières années, la localité connaît des progrès tant sur le plan sécuritaire que sanitaire. Les malades n'ont plus besoin de se déplacer. Méagui a son hôpital général. Les populations peuvent également circuler librement, sans aucune crainte. Le commissariat de police est incessamment aux trousses des malfaiteurs et des grands bandits. Des progrès qui rendent heureuses et fières les populations. Elles sont reconnaissantes au chef de l'État Alassane Ouattara, mais plaident pour l'amélioration des voiries. Le reportage de Jean-Marc Diadji. L'accès aux soins de qualité et à moindre coût, une réalité que vivent les populations de Méagui, ville située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de l'Anawa. En avril 2022, un hôpital général y voit le jour. Bâti sur une superficie de 5 hectares, l'établissement sanitaire offre une diversité de services allant de la médecine générale à la chirurgie en passant par la gynécologie, la pédiatrie et la pharmacie. Une réalité bien loin de celle des années antérieures. J'ai mon fils qui est drépanocytaire. Il faut aller à Soubré. Quand il y a un problème de sang, il a une anémie sévère. Soubré, s'il n'y a pas son groupe sanguin en Soubré, il faut aller jusqu'à Daloa. C'est là-bas même que je me retrouvais. Vraiment avec l'hôpital général, il n'y a pas de problème. Vraiment, nous disons merci au chef de l'État. Ça n'allait pas franchement, je suis venu avec ma maman. On a fait Soubré. Soubré nous a
Il nous a évacués à Méagi. Les médicaments sont moins chers. Puis bon, de toute façon, ils se sont occupés de nous là. Franchement dit, c'était bien. On nous a bien acquis même. Chaque jour, des centaines de patients se succèdent dans cet hôpital. Parmi eux, des cas d'urgence qui mobilisent l'attention du personnel soignant. C'est un traumatisme fermé, un multi-traumatisme suite à un accident de la voie publique qui a eu lieu sur l'as Méagi-San Pedro. Donc nous l'avons reçu, nous avons fait la prise en charge. Nous avons demandé une radiographie, donc nous attendons les résultats. L'objectif de l'hôpital général de Méagi, c'est aussi de contribuer à réduire le taux de mortalité infantile. Un point d'honneur est donc mis sur les consultations prénatales. Cette patiente est régulièrement suivie ici depuis le début de sa grossesse. Les consultations sont gratuites. Elles viennent seulement se font enregistrer. Le ticket anti, c'est 0 francs. Tout ce qui concerne la femme enceinte, c'est gratuit. Elle ne paye pas d'examen, elle ne paye pas de consultation. Depuis son ouverture, plus de 15 000 patients ont été pris en charge dans cet édifice sanitaire au dire de son premier responsable. Toutes les complications qui étaient initialement évacuées à Soubré sont désormais traitées sur place. Parce que nous avons un plateau technique relevé, donc qui permet de faire face à toutes ces complications. Sans oublier les complications obstétricales, dont nous avons traité déjà un peu plus de 500. Plus de 300 accidentés de la voie publique qui ont été pris en charge ici et qui par le passé étaient tous évacués sur Soubré. Le système sanitaire de Méagi s'est renforcé, la sécurité également. Avec l'implantation du commissariat de police en août 2022, les populations vaquent sereinement à leurs occupations. Les vols et agressions se font de plus en plus rares. La police est en train de faire un bon travail à Méagi. Ça nous aide. Et puis quand c'est comme ça, nous on en paie. Parce qu'on était véritablement touchés par ces enfants qui sont toujours en train de nous troubler. Mais aujourd'hui, on voit un bon travail. Les forces de l'ordre multiplient les opérations pour détruire les fumoirs qui pullulent dans la ville. Les violons du commissariat ne cessent de recevoir des malfaiteurs. Le grappin a été mis sur ces deux jeunes en flagrant délit de vol de moto. Depuis l'ouverture du commissariat de police de Méagi, plusieurs actions ont été menées. Des dealers appréhendés et déférés au parquet de Soubré, des gangs de vol de motos démantelés, plusieurs médicaments de qualité inférieure MKIF saisis. Santé et sécurité, des acquis qui montrent bien que Méagi est lancé sur la voie du développement. Cependant, cette localité, véritable pôle économique, du fait de la culture du cacao et de l'évia, souffre de la dégradation de ses voiries, notamment la nationale A3. L'axe Soubré-San Pedro est impraticable, avec des nids de poules, ça et là. Ça gâte les véhicules et puis ça nous fatigue les chauffeurs, ça fait des accidents, bon, vraiment. Pour que le pays s'émerge, ça passe d'abord par l'infrastructure routière. C'est un constat partout en Côte d'Ivoire et que je voulais que ça soit comme ça ici, parce que c'est vraiment un calvaire. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici avec les routiers pour parler de la route, l'axe Gagnoa-San Pedro. La route qui est très dégradée. Nous voudrons lancer un appel, un cri de cœur à l'autorité. Cette dégradation des routes impacte aussi l'activité des producteurs. Ils plaident tous pour une réhabilitation dans un futur proche. On a vraiment des difficultés pour évacuer le cacao jusqu'à San Pedro. Même la semaine dernière, on a été victime. On a chargé une remorque qui partait au port et la remorque s'est renversée au niveau de Bilao. Donc c'est vraiment un cri de cœur que nous lançons. Il y a des voleurs sur la route là, ils montent sur les cacao, les remorques pour déchirer les bâches de cacao, pour descendre les cacao, nos cacao. Donc on a beaucoup de manquants. Ça aussi c'est un problème encore. Si l'état de la route est bien, si le chauffeur là, prend la route là, il ne s'arrête pas. Avec la CAN 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire, la rénovation du tronçon Soubré-San Pedro s'avère nécessaire afin de faciliter le déplacement de supporters en provenance des villes de Gagnoa, Soubré et de Méagi vers le stade Laurent Pokou de San Pedro. Et dans le chapitre santé, vous le savez, le mois de novembre, 10 novembre bleu, est dédié à la lutte contre le cancer de la prostate. La maladie touche la jante masculine et fait beaucoup de dégâts. À 13h, dans le Dimanche Magazine, le docteur Nguessan Justin, chirurgien, urologue, andrologue, nous a donné de précieuses informations sur cette maladie, notamment sur le mode de guérison. Je vous propose un extrait de son intervention. Le cancer de la prostate
de façon générale, est liée au fait que chez l'homme, la notion d'hérédité, la notion de cause familiale est très importante à savoir. Il y a ce qu'on appelle les facteurs de la vie habituelle, c'est-à-dire les facteurs du mode de vie avec leur implication d'usage de tabac, d'alcool et le mode alimentaire qui sont en général ces facteurs-là qui sont incriminés. Ce qu'il faut beaucoup privilégier en termes d'alimentation, c'est surtout les légumes et puis éviter l'apport assez important d'acides gras, notamment les viandes animales, tout ce qui est huile, etc. De façon générale, les malades viennent à des stades tardifs. Tout ce qu'on peut recommander via la sensibilisation, c'est de pouvoir permettre aux patients âgés de 50 ans et plus de consulter quel que soit le médecin, pas forcément l'urologue, mais déjà le médecin généraliste, qui pourra ensuite vous orienter vers un spécialiste qui va vous prendre en charge. Nous avons tout le plateau technique, depuis la chirurgie, la surveillance active, le traitement chimiothérapique avec les oncologues. 50 ans, faire les 2 premiers examens. Toucher rectal par le médecin, PSA. Ouattara sera-t-il candidat à l'élection présidentielle de 2025? C'est en tout cas le souhait de l'Union des leaders pour la candidature d'Ado en 2025. Le mouvement a organisé une conférence de presse à l'espace Les Jardins du Rail au Plateau. Des membres du bureau exécutif et plusieurs militants du RHDP ont effectué le déplacement pour sonner la mobilisation. L'objectif est donc clair, que le président Ouattara soit candidat en 2025. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Organisé sous le thème présidentiel 2025, les enjeux d'une nouvelle candidature du président Alassane Ouattara, c'est l'objectif de cette rencontre avec les journalistes. C'est au regard des travaux colossaux qu'il a menés de sa prise du pouvoir d'État à nos jours que les organisateurs justifient la tenue de cette rencontre. Les Ivoiriens ont soif d'un autre mandat du président de la République parce que nous estimons quand même qu'il est le garant de la stabilité du pays. Il est garant également de la stabilité vraiment d'Afrique de l'Ouest. Les chantiers vraiment qui ont été entrepris, nous souhaitons vraiment qu'on puisse lui accorder encore suffisamment de temps pour que les grands projets qu'il a entrepris vraiment puissent s'achever. Selon Sanogo Kakou Serge, président de l'Union des leaders pour la candidature d'Ado en 2025, son mouvement compte à ce jour 5000 membres. Le reportage d'Ahmed Traoré commenté par Abdoulaye Koné. Dans le chapitre religion, l'édition 2024 du pèlerinage à la Mecque a été lancée hier samedi. 3 250 000 francs CFA, c'est le coût de participation. 10 000 places pour la Côte d'Ivoire, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les opérateurs privés. Ces informations ont été rendues publiques par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le reportage d'Assitan Diarra. Guides religieux, fidèles musulmans, membres et responsables du commissariat du Hadj et de la direction générale des cultes, mais aussi ministres de l'Intérieur et de la Sécurité réunis à la salle Kodjo et bouclée du Palais de la Culture de Trècheville pour le lancement du Hadj 2024. Présent, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, a invité l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du Hadj à déployer les moyens nécessaires pour l'épanouissement des pèlerins, non sans les encourager et les féliciter pour la réussite de l'édition du Hadj 2023. Il me plaît chaque fois que l'occasion nous est donnée de vous rappeler les objectifs que nous nous sommes assignés depuis bientôt 2 décennies et que nous devons considérer comme notre boussole dans la mise en œuvre des activités d'organisation du Hadj. Il s'agit tout d'abord de la préservation des intérêts du pèlerin, l'hôte d'Allah, l'invité de Dieu, dont la satisfaction doit être au centre de toutes nos actions et de toutes nos préoccupations. Lors de ce lancement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a communiqué sur les tarifs du Hadj de cette année. Vagondo Dumondé a également donné plusieurs autres informations relatives au pèlerinage en terre sainte d'Arabie Saoudite. Cette année, pour ceux qui sont du contingent étatique, ils paieront la somme de 3 250 000 francs. J'ai été inscrit
pour que cette année, à titre exceptionnel, que tous les opérateurs privés soient reconduits pour la dernière édition que nous allons organiser cette année. Pour les Hadj 2024, sur 10 000 places accordées à la Côte d'Ivoire, 7 000 places sont réservées aux pèlerins du contingent étatique et 3 000 places aux opérateurs privés. Dans un tout autre chapitre, la conférence de lancement de la fête des Ignames à Bédiélou a eu lieu ce vendredi 10 novembre au Plateau. Plusieurs personnalités y étaient présentes. La conférence a servi de prétexte pour mieux présenter les bienfaits et l'importance de la fête des Ignames. Marina Manzan, Patricia Omouetia. La fête des Ignames chez les Agni Ayua est célébrée chaque début d'année. Le but est de rendre hommage au tubercule nourricier qui a sauvé tout un peuple. C'est aussi une fête de reconnaissance qui marque le début d'une nouvelle année. L'origine de la fête des Ignames est venue de la longue distance qui existe entre Dengira et Ara. Et c'est l'Igname qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le peuple Ayua existe. La célébration de la fête des Ignames marque pour le peuple Agni Ayua le passage dans une nouvelle année. Donc on se réconcilie, on est en joie, on formule des vœux, on danse, on fait des mariages, on fait des sorties de danse. Pour la structure ivoirienne chargée de la promotion du tourisme, il est important de se rapprocher davantage des professionnels du secteur afin de promouvoir toutes les offres touristiques de notre pays. Je voudrais appeler toute la population, tous les amoureux du voyage et de la découverte à participer massivement à cette édition 2023 de Bédiélou Festival. Et ils pourront découvrir un point important d'un des peuples importants de la Côte d'Ivoire, le peuple Agni, et en l'occurrence la tribu Ayua au niveau du département d'Ara. La célébration 2023 de la fête des Ignames chez les Agni Ayua se déroulera les 6 et 9 décembre prochains à Ara, dans le village de Bédiélou. Semaine très chargée en actualité ici en Afrique et ailleurs dans le monde. Revenons sur l'essentiel de cette actualité dans le 7 sur 7 avec Angela Diallo. La première ministre d'Italie, Giorgia Meloni, a signé un protocole d'entente avec son homologue albanais. Celui-ci prévoit l'installation en Albanie de 2 centres de rétention de migrants secourus en Méditerranée. Des espaces qui vont servir de cadre pour des procédures de demande d'asile ou de rapatriement. Des frappes aériennes de l'armée malienne ont fait plusieurs morts ce mardi à Kidal. Selon les agents de santé, 6 personnes ont perdu la vie. L'armée malienne a confirmé avoir procédé à des frappes, mais a assuré avoir visé des cibles terroristes. Au Burkina Faso, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées ce mercredi. Le drame s'est produit lors d'une expédition armée dans le village de Zaango, dans la région du centre-nord. Ni les auteurs, ni le mobile de ce massacre ne sont encore connus. Le président de la transition gabonaise était à Riyad pour participer au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique. C'est son tout premier déplacement hors du continent depuis le putsch militaire. L'Arabie Saoudite n'a pas annoncé de sanctions contre le Gabon à la suite du coup d'État militaire du 30 août dernier. Ce vendredi à Madagascar, plus de 700 personnes se sont réunies à l'Assemblée nationale pour demander la suspension de la présidentielle dans un contexte de manifestations régulières de l'opposition. Dans la soirée, le gouvernement a condamné la tentative de coup d'État institutionnel orchestrée. Au Soudan, les combats se poursuivent à Khartoum et au Darfour entre l'armée et les forces de soutien rapide. Samedi matin, le pont Chamba a été en partie détruit. Les 2 camps se sont accusés mutuellement d'être à l'origine de cette attaque. En août dernier, l'édifice avait déjà été la cible de frappes aériennes. Plusieurs marches contre l'antisémitisme ont eu lieu ce dimanche en France. Un important dispositif de sécurité a été déployé avec plus de 3000 policiers et gendarmes ainsi que des unités d'élite mobilisées. Près de 1250 actes antisémites ont été recensés dans le pays depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël.
Merci beaucoup Angela Diallo, ainsi va le monde, avec ses joies et ses peines. Nous arrivons au terme de ce journal. Tous nos remerciements aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI 1.